Monsieur le modérateur, Monsieur le Président. Je remercie tous les membres de l'Académie de nous donner l'opportunité de vous présenter ce travail, qui est une étude rétrospective multicentrique nationale qui porte sur les résultats de la chirurgie de l'hyperaldostéronisme primaire. Vous savez qu'en France, plus de 11 millions de personnes sont traitées par au moins un antihypertenseur et qu'on considère, les chiffres étant très variables en fonction des publications, que 10% des patients ont une hypertension secondaire. Parmi les hypertensions secondaires, on trouve les hypertensions d'origine endocrinienne. Et dans ces hypertensions d'origine endocrinienne, on connaît évidemment les phéochromocytomes, les hypercorticismes, mais les hyperaldostéronismes primaires sont probablement les plus fréquents. Les chiffres de la littérature sont très variables parce que ça dépend des critères diagnostiques qui sont utilisés, sachant qu'il faut retenir que les dosages pour confirmer un hyperaldostéronisme primaire sont toujours assez délicats. Il faut arrêter les traitements, il y a des dosages qui doivent être faits coucher, debout, ce qui fait que ça peut expliquer les grandes variations de chiffres. Quoi qu'il en soit, quand on a un hyperaldostéronisme primaire, on sait aujourd'hui que dans la quasi-totalité des cas, ceci correspond à deux étiologies, soit une atteinte uniglandulaire qui correspond à l'adénome de Cohn, soit une hyperplasie qui est une atteinte bilatérale des deux glandes surrénales et qui évidemment n'est pas une indication idéale de la chirurgie. Les autres causes sont exceptionnelles et c'est notamment les rarissimes corticosurrénalomes qui sécrètent de l'aldostérone. Ce que nous dit la littérature, c'est que la surrénalectomie pour adénome de Cohn guérit l'hypokaliémie, vous traitez l'hypersécrétion d'aldostérone, mais ne guérit l'hypertension artérielle que chez un tiers des patients environ. De nombreux facteurs pronostiques de guérison de cette hypertension artérielle ont été étudiés. Les plus fréquemment retrouvés dans la littérature sont le nombre d'antihypertenseurs avant l'intervention chirurgicale, la durée d'évolution de cette hypertension artérielle avant la prise en charge chirurgicale également, les antécédents familiaux d'hypertension, l'âge, le sexe et évidemment l'index de masse corporelle. En 2008, Rasa Zarnegar de New York a publié dans Annals of Surgery une très belle étude qui avait pour but de trouver des facteurs prédictifs de guérison de l'hypertension artérielle après chirurgie de l'hyperaldostéronisme primaire. Alors ce papier publié dans une très belle revue avait été fait à partir des données de la Mayo Clinic pour créer le score et validé sur les données de San Francisco, c'est-à-dire de très belles équipes de chirurgie endocrinienne. En gros, 4 facteurs ressortaient: le nombre d'antihypertenseurs avant l'intervention, l'index de masse corporelle avec un cut-off à 25, la durée d'hypertension précédant la prise en charge chirurgicale, 6 ans, et le sexe masculin-féminin. Vous voyez sur le petit tableau à gauche le nombre de points attribués à chaque item. Vous voyez la valeur prédominante du nombre d'antihypertenseurs qui accorde 2 points, les autres items donnant un seul point. Et puis, donc, votre score va de 0 à 5, pardon. Et plus vous avez de points, plus vous avez de chances d'être guéri, puisque les taux de guérison étaient de moins de 14% chez les patients avec un score 0,1, 44% un score de 3 et 80% pour les scores les plus élevés. Alors nous avons voulu, nous, en France, valider ce score, parce qu'il a été étudié chez des populations japonaises avec des résultats qui n'étaient pas aussi impressionnants que ceux de ce papier, et en Europe, très peu d'études ont été faites, aucune en France. Donc on a colligé les données de 7 centres hospitaliers universitaires français, un parisien de la Pitié-Salpêtrière, Lyon Sud de Jean-Christophe Liffante, Nancy, Nantes, Angers, Tours et Limoges. Ces patients avaient été pris en charge entre 2002 et 2014. Le diagnostic est évidemment toujours un adénome de Cohn, mais a posteriori, les erreurs diagnostiques qui correspondaient à des hyperplasies ont été exclues, comme elles ont été exclues dans le papier de Zarnegar. Nous voulions nous mettre dans les mêmes conditions, et nous avons défini la guérison de l'hypertension de la même façon que l'avait défini Zarnegar, c'est-à-dire une tension inférieure à 14,9, sans traitement, 6 mois après la chirurgie. 310 patients ont été opérés pour hyperaldostéronisme dans cette période, mais les données n'étaient exploitables, soit les critères pour remplir le score ARS, soit le suivi de patients, c'est souvent le problème dans nos services de chirurgie finalement, que pour 286 d'entre eux. Une majorité de femmes, 8% de patients diabétiques, 10% de tabagiques, ce qui paraît bien peu, et c'est probablement une des explications de nos résultats. Un cathétérisme veineux surrénalien réalisé dans 14% des cas. Probablement aujourd'hui le chiffre serait supérieur, mais enfin dans cette étude rétrospective c'est 14% des cas. Une morbidité évidemment extrêmement faible et par contre un décès
il ne faut pas oublier que cette chirurgie peut quand même avoir des complications très graves. Vous avez sur le tableau à droite les données principales avec un âge médian de 51 ans, une durée médiane d'hypertension de 4 ans, un nombre médian d'antihypertenseurs de 2, un index de masse corporelle de 26, une taille d'adénome 15 mm, ça n'a rien de surprenant, c'est très classique. La kaliémie, les données concernant le rapport aldostérone sur rénine sont à mon avis à prendre avec des pincettes parce que ça dépend vraiment des unités et des conditions de recueil. Je pense que ce n'est pas une donnée extrêmement fiable. Quoi qu'il en soit, moins de la moitié de nos patients étaient guéris, 46%. Et près de 16% gardaient une hypertension artérielle qu'il était difficile de corriger. Par contre, comme dans la littérature, la kaliémie était quasiment toujours normalisée. Alors, le cathétérisme veineux permettait-il de mieux sélectionner les patients et donc prédictif de guérison? Pas du tout. Le chiffre est absolument le même. 45% des patients, même si c'est un petit nombre, 14% de ces patients, aucune différence. Alors, nous avons testé toutes les variables du score ARS et d'autres d'ailleurs. Pour ce qui est du sexe féminin, il ressort, mais avec un odds ratio à 1,6. Il ne ressort pas, pardon, avec un odds ratio à 1,6. L'index de masse corporelle ressort, mais là, l'odds ratio est très faible, avec un petit p à la limite de la significativité. La durée d'hypertension avant la prise en charge chirurgicale ne ressortait pas. Par contre, le nombre de médicaments antihypertenseurs ressortait. Plus vous aviez besoin d'antihypertenseurs, moins vous aviez de chances d'être guéri de la chirurgie, ce qui n'est pas complètement illogique, c'est vraiment le critère qui ressort le plus avec un petit p très significatif. Alors, les patients non guéris bénéficiaient, si je puis dire, tout de même de la chirurgie, puisque leur nombre de traitements antihypertenseurs diminuait, passant de 2,67 à 1,52. Ça avait déjà été montré il y a des années par une étude de Pasieka publiée dans le British Journal of Surgery, où elle avait évalué le coût de la procédure, et finalement on se rendait compte qu'on était plus cost-effective, si je puis dire, enfin plus rentable en opérant les patients, que le coût de la prise en charge chez des patients jeunes, en tout cas, était moins élevé en raison du nombre d'antihypertenseurs diminué et d'un meilleur contrôle de l'hypertension artérielle qui, a priori, diminue leurs complications cardiovasculaires. Voici schématisé nos résultats en fonction du score ARS. 18% de guéris pour les ARS 1, 0,1, je vous rappelle qu'il était de moins de 14% dans le papier originel. 40% les ARS 2,3, il était de 44%, ça on est à peu près concordant. Et puis, grosse différence, 63,8% de guéris pour les scores ARS 4 et 5, alors qu'il était de 80% dans la série de Zarnegar. Globalement, on note des différences, mais les différences sont beaucoup moins importantes, comme le montre l'air sous la courbe ici, qui est à 0,71, qui était à plus de 0,8 dans le papier de Zarnegar. Ce score ARS dans notre population française a un score de 0,1 et donc une valeur prédictive négative de 82%. On saura dire vous ne serez pas guéri, mais malheureusement on ne saura dire que dans 64% des cas aux patients vous serez guéri pour ceux qui ont un score de 4 ou 5, ce qui est un petit peu décevant. Alors pour conclure, notre étude montre que le score ARS ne s'applique pas de façon parfaite dans une étude rétrospective sur une population française. Tous les biais sont sujets à discussion, je pense que Mme Matonnet saura les aborder. Que la guérison complète est obtenue dans moins de la moitié des cas, mais par contre on corrige toujours la kaliémie. Que le cathétérisme veineux ne permet pas d'améliorer le taux de guérison, mais on améliore au moins la prise en charge des patients en diminuant le nombre d'antihypertenseurs et en facilitant la prise en charge de l'hypertension. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Eric. Avant de laisser la parole à la salle, donc j'ai demandé effectivement à Muriel Matonnet de faire un commentaire sur cette communication. Oui, ici. Merci, Monsieur le Président. Donc, le professeur Miraillet vient de vous présenter le score ARS, qui avait été initié, en tout cas, du moins publié la première fois par des équipes américaines. Et cette présentation, c'est la première série, la grande première série française, qui a validé, ou du moins testé le score ARS. Alors, ça illustre parfaitement les difficultés rencontrées
pour évaluer en préopératoire les résultats à long terme de la chirurgie libérale d'ostéronisme primaire, parce que l'on sait, et M. Miraillet l'a bien montré, que si l'hypertension est améliorée dans environ 90% des cas, le taux de guérison définitive est en fait plus faible et il va varier selon les études de 30 à 60%. Alors c'est une série qui est multicentrique, 7 CHU, plus de 300 patients inclus et à mon sens, il y a 2 éléments qui ressortent. La première chose, c'est la performance médiocre du cathétérisme veineux étagé. Puisqu'on s'attendait à beaucoup mieux, on a un taux de guérison identique avec ou sans cathétérisme veineux, et je pense que c'est a priori à mettre d'abord en relation avec le pourcentage de patients qui a bénéficié de cet examen, à peine 14%. Et d'autre part, en rapport avec le caractère rétrospectif de l'étude. Il faut savoir que donc l'étude est rétrospective, les patients ont été inclus avant 2014, et en 2014, il y a eu des recommandations pour la réalisation et l'interprétation de ce cathétérisme veineux étagé. Ça a été publié dans Hypertension. Et ça a permis, ces recommandations soulignaient bien la difficulté de réaliser le cathéter, d'en définir les conditions et de savoir l'interpréter. Or, dans l'étude qui vient d'être présentée, les dosages ont été réalisés avant la publication de ces recommandations et il existe très probablement un biais de sélection, puisqu'ils ont sûrement été quasi faits que chez des patients pour qui le diagnostic uni ou bilatéral était difficile. La deuxième chose qui ressort, c'est que, a priori, ce score ARS qui semblait très, très favorable aux USA a des performances beaucoup plus réservées en France. Et 2 facteurs ressortent tout de même. Malgré tout, sur les 5 qui sont proposés, 2 semblent importants pour prédire la guérison. L'IMC, le nombre d'antihypertenseurs en préopératoire. Là aussi, il y a eu sûrement un problème de biais de sélection dans l'équipe américaine et d'autres facteurs de risque d'hypertension auraient largement pu être analysés. Alors malgré ces quelques biais, cette étude, c'est la première étude française sur le sujet. Elle met bien en évidence l'importance d'évaluer en préopératoire les facteurs qui pourraient péjorer et qui peuvent péjorer les résultats chirurgicaux à long terme, ce qui implique une information aux patients qui doit toujours être la plus complète parce qu'on n'a pas encore d'examen qui va nous dire c'est vraiment unilatéral ou c'est bilatéral et dans ce cas-là c'est traitement médical et puis ça va sûrement modifier le suivi à long terme de nos patients. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce commentaire. Y a-t-il des questions dans la salle sur cette étude donc française qui regroupe beaucoup de patients? Non, je n'ai pas d'expérience pour l'hyperaldostéronisme, mais en ce qui concerne l'insulinome pour le cathétérisme veineux, c'était très opérateur dépendant. Et il n'était pas question d'opérer l'insulinome sans avoir un cathétérisme étagé. Et mes cathétérismes étagés, je les faisais faire par Roche, qui était à l'époque le seul capable de faire des cathétérismes précis et spécifiques. Ouais, le cathétérisme, effectivement, est assez délicat. Finalement, globalement, maintenant, il est fait que dans des gros centres et par des gens entraînés, parce que le radiologue qui les effectue à Nantes vient de Villejuif aussi, où il s'est formé. Mais on a quand même un moyen de vérifier que le cathéter est bien placé en mesurant le taux de cortisol dans le sang, c'est-à-dire qu'on est sûr d'être en face de la veine surrénalienne droite, et surtout à droite que c'est difficile, et sûr d'être bien en face de la veine surrénalienne gauche quand on mesure le gradient entre le cortisol périphérique et le cortisol à la sortie de ses veines. S'il est extrêmement élevé, vous savez que votre cathéter est bien placé. Alors après, on a plus ou moins, en fonction de l'habileté de chacun, de facilité à bien placer son cathéter, mais on a les moyens de vérifier, en tout cas au moment où on prend les dosages, qu'on mesure l'aldostérone, que le cathéter est bien placé. Oui, à propos des facteurs prédictifs de guérison, tu avais choisi un cut-off à 6 ans de durée de traitement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis au-delà de 6 ans, c'était de mauvais... C'est le score ARS. Est-ce que vous avez cherché à tester d'autres cut-offs de durée d'hypertension? Puisque dans certains papiers, il était montré que c'était corrélé au risque d'échec de la chirurgie, en tout cas de succès incomplet.
On a testé beaucoup de critères, mais on n'a pas testé la durée. On a voulu prendre le critère le plus strict. Mais je pense que le biais principal, comme l'a dit Muriel Matonnet, c'est le bilan préopératoire. Ces études sont un plaidoyer pour les cohortes, les études prospectives d'évaluation. 10% de patients tabagiques, j'ai du mal à croire que dans une population d'hypertendus, il y a 10% de tabagiques. C'est pas vrai. Il y a 10% de gens à qui on a demandé est-ce que vous fumez. Oui, et puis il y en a qui répond. Et tous les biais, il y a tout ce qui est diabéto. On n'a pas pu reprendre les hémoglobines glyquées pour tous les patients parce que c'est évident que chez les patients diabétiques ou qui cumulent des facteurs de risque vasculaire, on va jamais les guérir. Mais on a une vraie amélioration tout de même. Ça, on le voit bien en consultation post-opératoire. Les gens sont quand même beaucoup mieux contrôlés. Et puis ils ont plus les contrôles de kaliémie incessants qu'ils peuvent avoir quand ils supportent pas l'aldostérone ou alors les gynécomasties induites par l'aldostérone, par les anti-aldostérone, pardon. Oui, une petite question. Polo de MES, POLO. Le score vous permet de prédire éventuellement un succès, mais est-ce que avec ce score, vous écartez certains malades de la chirurgie? Est-ce que, oui, voilà, par exemple, si vous avez un score très bas, et alors à ce moment-là, vous dites non, celui-là, on ne va pas l'opérer, ou est-ce que ce n'est pas aussi formel? Alors, il y a effectivement deux façons d'interpréter le score. Je pense que le score tel qu'il a été défini par une équipe américaine, c'est dire aux patients, je ne vous promets pas la guérison pour éviter que vous retourniez contre moi. Je pense que c'est le raisonnement. Ce qui nous permet, parce que les patients lisent sur Internet, ce qui nous permet de dire, vous avez de très fortes chances d'être guéri, vous avez très peu de chances d'être guéri. Par contre, vous êtes à 4 traitements antihypertenseurs, je vais vous passer à 2. Voilà, ça c'est l'information aux patients. Votre question portait sur, est-ce que vous modifiez vos indications opératoires en fonction de vos résultats de score? Je pense qu'on ne les modifie pas vraiment, sauf pour des patients plus âgés. C'est-à-dire que si un patient âgé, dont on se dit qu'on va lui éviter 4 antihypertenseurs pendant une durée assez courte d'espérance de vie, on ne va pas lui proposer la chirurgie, je pense qu'on s'en servirait comme ça. Mais peut-être que sans le score, on ne lui aurait pas proposé la chirurgie, si sa tension est contrôlée de façon satisfaisante. Donc, éventuellement, vous laissez le patient choisir. Oui. Mais ça nous évite d'avoir des patients qui râlent en disant vous m'opérez et finalement je ne suis pas guéri. L'information est plus claire avant. Merci beaucoup. Juste un petit rappel, on parle de guérison, mais de l'hypertension. De l'hypertension. Mais finalement, il y a quand même, on en guérit 100% de leur hypokaliémie qui est parfois quand même très symptomatique. Donc même dans ces échecs entre guillemets, finalement, oui, on les améliore. Et puis on diminue le nombre de médicaments. En tout cas, merci beaucoup pour cette communication.